Bonjour, vous êtes Ekperdieu pour l'Expert Game Art. Aujourd'hui, une vidéo afin de faire le point avec vous sur les 6 premiers mois de l'année, voir un petit peu ce qui est sorti au niveau expert, comment ça a été. Vous parler aussi des 10 ans de l'Expert Game Art, ça fait déjà 10 ans qu'on est là, et il y aura une activité spéciale, il y aura un week-end spécial dédié à cela. Vous parler aussi de 2 produits que nous allons spécialement éditer pour les 10 ans, mais en attendant, générique. Expert Game Award, le trophée on le veut. Expert Game Award, à ce jeu on met les dieux. Les stratégies se croisent, les esprits qui se toisent. Les victoires nous apaisent, dans ce jeu personne ne cède. On va commencer cette review des jeux experts de l'année par Age of Automaton. C'est un jeu de 2024 qu'on avait récupéré à Essen, qui vient de Forcoma Game, et on avait discuté avec l'éditeur qui nous a expliqué qu'en fait c'était pas très grave si le jeu n'était pas très bon pour l'instant, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de faiblesses, mais ce qui était important pour eux, c'est de développer la connaissance des jeux pour des auteurs taille. Donc c'est vraiment ça qui était visé. Ici c'était plutôt un jeu test, qui avait effectivement plein de faiblesses, pour lequel on était censé aller faire des gestions avec des robots, des travaux et tout ce qui était avec. Ça avait l'air assez intéressant sur le papier, mais dans la gestion du jeu, on n'a fait que des mauvaises surprises, et donc le développement était loin d'être adéquat. Donc on a passé là-dessus une soirée, je vais dire mauvaise en soi, parce qu'il y a plein de faiblesses dans ce jeu où on va vraiment aller mettre des niveaux 1, 2, 3, 4 sur les divers endroits où on va pouvoir développer ces robots, ces activités, mais ça, en fait, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas du tout. Voilà. S'il fallait vraiment le retoucher, il faudra en faire plein de choses. Comme c'est pas un problème pour eux, comme on y avait déjà joué et été déçu à Essen, on a refait un test afin de pouvoir leur renvoyer en fait un rapport, un avis sur comment ça s'est passé et quelles sont les faiblesses du jeu, ce qu'il pourrait améliorer. Donc on espère qu'une chose, c'est que Forcoma Game va venir dans le futur avec des jeux qui seront de meilleure qualité. Un pré-test, le matériel était pas mal, le reste du jeu, ça laissait un petit peu à désirer. Deuxième jeu qui a été rejoué, je peux te le dire, cette année-ci, mais qui rentre pour les jeux de l'année, c'est World Order. Alors World Order, tout le monde l'attend, enfin beaucoup de personnes l'attendent aujourd'hui, parce que ce sont les auteurs de Hegemony qui reviennent avec World Order, où ici ils ont retiré la notion de jeu de rôle dans leur jeu de société pour en faire vraiment un jeu de société. Un jeu de société de positionnement, de contrôle, donc on a une carte qui est une carte du monde, on va avoir des joueurs qui vont avoir des tanks qui sont des armées qui vont placer, et ces armées vont intervenir sur cette carte. J'ai envie d'avoir un truc un petit peu plus zoomant sur ceci, voilà, vont intervenir sur ces cartes dans une zone spécifique pour aller chercher des influences de majorité dans ces zones-ci. Il y aura un affrontement entre les pays, ici le blanc c'est la Russie, le bleu je pense sont les États-Unis, qui vont voir que si l'un écrase l'autre, quand ils ont une zone d'influence importante, c'est-à-dire une zone ici avec différents drapeaux d'importance qui vont représenter leur pays, eh bien si on a plus d'armées que soi-même, on va avoir des malus. Mais pour le reste, on ne va pas du tout, comme Hégémonie, avoir quelque chose de très scripté. Par exemple, le chinois ici, il a du mal à produire du pétrole et des matières premières. Il a un petit peu plus de bouffe qui vont servir pour les militaires éventuellement. Par contre, il fait des GSM beaucoup plus que les autres. Et donc on va avoir chacun une économie spécifique, un stockage de ressources qui se trouve ici, de l'argent, et on va travailler sur des alliés, ici la Serbie par exemple, qui va être des alliés sur lesquels on va pouvoir acheter, vendre, avoir de l'influence, poser des bases militaires. En Serbie, on voit qu'on peut poser une base militaire seulement si on est russe. Et donc tout ça va intervenir dans le jeu pour un jeu de développement et de majorité. Et ce qui est très intéressant, c'est que d'une partie à l'autre, on ne va pas jouer du tout de la même manière, parce qu'on va avoir, outre les pays différents à chaque partie qu'on va pouvoir jouer, mais les cartes qui vont sortir vont changer quand même beaucoup de choses sur nos capacités. C'est un jeu de cartes en main, on a 6 cartes je pense par manche, on va jouer 4 cartes sur les 6, et ça va définir clairement ce qu'on va pouvoir faire lors de cette manche-ci. Très intéressant. 4 heures, 4 joueurs, 4 heures, c'est mieux 4 joueurs que 3 joueurs, parce que sinon c'est le robot, et il va juste mettre des influences à gauche, à droite, de manière aléatoire, mais c'est pas
aussi impactant que quand on a des joueurs qui vont décider de mettre des troupes armées à un endroit qu'on essaie de contrôler. Donc c'est complètement différent à ce niveau-là. Oui, mais donc 4 heures de jeu, c'est assez lourd, c'est assez long, mais au moins c'est pas fluctuant. C'est pas fluctuant comme Hégémonie, où ça pouvait déborder si les gens ne font que du jeu de rôle, ou aller très très vite si les gens jouaient un petit peu de manière sans vie. C'était un jeu qui nécessitait de la vie, Hégémonie. World Order, on est revenu sur un jeu de société normal, traditionnel, avec du beau développement. Alors, on a joué pour l'instant uniquement sur le proto, avec les inconvénients du proto, c'est qu'il y a encore des cartes qui ne sont pas fine-tunées, des choses qui sont trop fortes l'une par rapport à l'autre. Une chose que je regrette au fur et à mesure de ma partie, mais je ne sais pas du tout si ce sera maintenu dans la version finale, c'est que l'Europe et les États-Unis sont alliés. Et donc il n'y en a jamais un qui influe ou qui menace l'autre. Est-ce que les différentes actions de Trump vont pouvoir avoir un impact sur le jeu dans un délai si court, somme toute? Je crois pas. Mais ça aurait pu être le cas, ou en tout cas avoir des options dans le jeu pour que l'Europe et les États-Unis ne soient pas systématiquement ensemble et qu'ils puissent s'influencer plus. Parce que les États-Unis sont une grosse machine de production, donc ils ont beaucoup de production dès le départ. Ils peuvent faire plein de choses. L'Europe est plutôt bornée à une gestion d'alliance et tout ce qui va avec. Mais chaque joueur peut très bien sortir de son cadre et développer son plateau d'une autre manière que la manière dont il a été fait au départ. Voilà, c'est peut-être un petit peu les seules choses que je le regrette, c'est que systématiquement, cette alliance-là génère beaucoup de choses et beaucoup d'impact dans le jeu, mais j'ai joué avec une version proto. Pour l'instant, je ne sais pas ce qu'il en sera du reste. Le jeu est très agréable et ça se passe bien. Ça se passe bien, mais ça dure toujours plus ou moins 4 heures. Et franchement, quand je dis toujours plus ou moins 4 heures, à 10 minutes près, on a toujours fait les 4 heures. Voilà, World Order, très bon pour Sanessi. Voyons la version finale, mais pour l'instant, c'est très bien. Ensuite, on a un jeu Ion Game qui est Pax Hispanica. Alors, les Pax, c'est toujours très intéressant. Ion Game, c'est toujours très intéressant aussi. On va retrouver donc fait les clones d'ici pour la création. Et les Pax, ben, ils ont les avantages et les inconvénients des Pax. C'est que souvent, ils sont mal écrits. Alors, petit commentaire, c'est pas un jeu qui peut concourir pour le GA parce que c'est une réimpression d'un jeu que vous n'avez certainement jamais vu, qui est Lords of the Spanish Men, donc qui ne me disait rien personnellement, qui avait un style d'époque, hein, on dira, hein, donc c'est un petit peu peut-être difficile. Et ici, il est reparti là-dessus, il a retravaillé, il a fait quelque chose de plus complexe qu'il ne l'était avant. On est sur du 4.3, donc c'est du très lourd, la vidéo est déjà sortie. Il y a plein de petites règles, c'est très intéressant parce qu'on va avoir un plateau ici qui va représenter notre développement en tant que travailleur. Hein. Donc on va avoir une gestion de base où on est sans emploi et on va rentrer dans la voie des royalistes, la voie du missionnaire, la voie du boucanier, avec un but d'arriver au bout de sa voie et d'atteindre un objectif spécifique. Et toute cette gestion-ci va nous permettre d'avoir des cartes et des pouvoirs qui vont influer sur le jeu. À côté de ça, il y a un plateau, la Havane, toute cette zone-là, qui sont représentées, où les Espagnols sont déjà partout, ce qui veut dire que si vous êtes à moins de 4 joueurs, vous devez absolument avoir le bot qui joue l'Espagne, et vous devez jouer autre chose, parce qu'il est trop fort, l'Espagnol vient avec beaucoup de pouvoir, parce qu'il est installé partout, et vous allez venir avec des boucaniers, et essayer de prendre le contrôle, donc toutes des cartes ici à pouvoir, prendre le contrôle de ces zones-là afin d'affaiblir l'Espagnol, de vous implanter sur place et d'arriver à atteindre votre but. Chaque fois qu'on va jouer une carte, il y a un petit symbole ici qui définit dans quel sens vous allez vous déplacer dans le tableau des professions. Et puis après, on va avoir des pouvoirs ici qu'on va pouvoir activer. C'est écrit avec les pieds. Franchement, c'est terriblement difficile à lire. C'est une sorte de code spaghetti, donc c'est un texte où on vous explique quelque chose, mais vous devez aller à la page 25 pour comprendre la suite de ce qu'on vous explique ici. À la 25, on vous renvoie à la 32. À la 32, on vous renvoie à la 12. Et donc, c'est très difficile à comprendre. C'est très cohérent qu'on a tout compris, mais à lire, c'est pas bien. Les icônes ici, c'est pas bien. C'est-à-dire qu'il faut absolument ce qu'ils appellent une pierre de rosette. Alors, je ne sais pas si on la voit quelque part. C'est ici, ces documents-là. Ouais, je ne sais pas si vous mettez directement. Voilà. Ce document-ci qui reprend
toutes les icônes, et comme c'est bien fait, on vous l'a donné qu'à un seul exemplaire. C'est quand même du jeu à 80 boules, donc c'est quand même pas nécessairement donné. Et le matériel est fort cheap, hein, donc il n'y a rien de double couche ou n'importe quoi, faut pas espérer grand chose. Mais indépendamment de ceci, j'ai passé des très bonnes parties sur le jeu. Parce qu'il y a des surprises où quelqu'un part dans un sens et puis va bloquer les autres, va pouvoir gagner alors qu'il était nulle part sur la carte. Il y a plein de manières différentes de gagner et ça j'aime beaucoup. Et j'ai fait des parties atroces où les joueurs ont fait des erreurs et c'est vraiment la faute des joueurs parce qu'ils n'ont pas pris la peine de contrer un des joueurs qui a pu décoller et qui alors a pris la main mise sur tout le jeu. Parce que c'est un jeu où si vous avez des bateaux, vous allez pouvoir aller chercher, piller, attaquer, faire plein de choses dans le jeu. Mais si vous n'avez pas pris la peine d'avoir des bateaux et que quelqu'un d'autre en a, et commence à vendre, à prendre des trésors quelque part et aller les revendre, il va avoir beaucoup d'argent. Or, c'est une vente aux enchères dès qu'on va acheter des cartes. Et tous les tours où vous n'avez pas de bateau, vous n'allez pas avoir plus d'argent. Vous allez pouvoir vendre une carte aux enchères, avoir quelques sous. Mais celui qui va acheter toutes les cartes va faire tellement d'actions, tellement de pouvoir, et tellement de trucs, qu'à la manche suivante, il aura encore plus d'argent. Et même si vous avez gagné 3 sous, eh ben, lui, il en aura gagné 10, et donc il va vous battre à toutes les enchères à chaque fois. Mais c'est vraiment la faute des joueurs. Et au fur et à mesure des manches, donc une manche, c'est 4 actions, on va faire plein de choses très intéressantes, on va redéfinir l'ordre du tour, on va faire avancer nos bateaux, le développement de la ville, enfin le développement du plateau de jeu quelque part. Et tout ça c'est intéressant, des attaques et vraiment vraiment des trucs chouettes, des combats en mer entre un jeu à la pierre papier ciseaux où on va décider est-ce que j'attaque, est-ce que je fuis, est-ce que je fais une attaque frontale, latérale et tout ce qui va avec. Et selon les options, bah, c'est celui qui aura le plus de bateaux, celui qui aura la meilleure manœuvrabilité qui va gagner. Et donc on va essayer de deviner ce que l'autre veut faire pour jouer de la meilleure des manières. Évidemment, quand on attaque un autre joueur, c'est qu'on pense qu'on a une chance de gagner, de l'apporter. Mais comme tout se négocie, on peut offrir de l'argent, on peut offrir des trésors, on peut offrir des droits, quelque part, des droits de passage, avec les autres joueurs, pour qu'on nous laisse tranquille, et ça, j'aime assez fort. Donc vraiment, un truc très sympa, pour 4 ou 5 joueurs de préférence, mais avec une explication très longue, d'énormément de choses, beaucoup d'informations sur le plateau de jeu. Ce n'est que en anglais, je n'ai pas encore vu 50 nuances de geek ou un truc ainsi qui l'aurait proposé en français comme ça a été le cas avec Pax Renaissance. Donc très dur à venir dedans parce que c'est pas nécessairement disponible, mais avec des joueurs qui savent jouer, il y a des bons moments à passer avec Pax Hispanica. Avec des joueurs qui ont plus de mal, ça peut être vraiment très plat. Voilà. Ensuite, on a joué à Wild Gardens. Les jardins de fleurs sauvages. Encore un jeu 2024, mais largement plus léger. On est sur du 2,58, donc on est loin du 3. Donc on se le gardait pour y jouer tranquillement, quand on avait envie. C'est un jardin sur lequel on a de petits personnages qui vont se déplacer, avancer, et on va faire des jeux de collection. On va collectionner des ressources, et que les ressources vont nous permettre de collectionner des cartes, et on va collectionner simplement tout ceci pour avoir des points de victoire. Rien de plus compliqué que ça, des pistes d'avancée pour les petits pots, des pistes d'avancée pour les petites plantes, et sympa, franchement sympa. Du jeu léger, joli, coloré, pas grand chose à lui reprocher en tant que tel. La rejouabilité, bon, je dis pas qu'on en ferait 500 parties d'affilée, mais c'est un jeu qui peut être sorti comme ça, avec des gens qui ne sont pas nécessairement les plus experts dans le jeu, donc on va vraiment jouer ça avec des gens qui préfèrent du jeu mid-game. Très joli, Wild Gardens, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais ça reste très sympa. Ensuite on a eu Vendel to Viking, on retourne chez Young Game. Un jeu qui ici est annoncé 2024 mais qui est vraiment 2025, donc est vraiment sorti en 2025, donc qui pouvait concourir pour le GA. Où on va se retrouver avec une carte globale ici, et ce jeu-ci c'est le préquel de Pax Viking. Donc si vous avez Pax Viking, vous pouvez jouer avec ceci, donc vous allez retrouver les petits ronds ici qu'on retrouvait déjà dans Pax Viking. Il y a d'ailleurs des pièces spécifiques pour Pax Viking, et on s'installe en fait en Europe avec nos Vikings, et on va pouvoir utiliser Vendel to Viking
pour ensuite jouer à PAX Viking avec les développements qui auront été faits. Donc c'est très intéressant. C'est un jeu de majorité ou de placement, on va faire des comptoirs à gauche, à droite. Il y a toutes des règles de placement de comptoir, on va avoir toute une petite pièce, des pièces ici. Et en fait, on va faire une sorte de tableau des ancêtres, ici, qui vont nous rapporter énormément de points de victoire, mais qui nécessitent des placements et des gens qu'on va récupérer à gauche, à droite. Les ancêtres, ils sont ici, on va les placer dans notre tableau là-bas, et ils vont nous donner des bonus par rapport à tout ce qui est disponible ici. Très sympa. Franchement, je retrouve les sensations d'un PAX Viking, mais en plus léger, oui, parce que PAX, comme son nom l'indiquait, c'était un petit peu le cran au-dessus. Mais c'est vraiment chouette de pouvoir jouer sur ces jeux de majorité, de ces jeux de placement, avec des pouvoirs. Chaque comptoir qu'on va placer sur lequel on est maître, on va pouvoir utiliser son pouvoir. Et on a une série d'actions à chaque tour, on va juste faire développer ces actions. Chouette jeu, très bien, rejouable à l'infini, je pense que là aussi on a fait beaucoup de parties sans que ça pose aucun problème, avec des joueurs différents, des apprentissages au niveau de comment faire, comment se développer. C'est vraiment cette gestion des ancêtres ici qui va opérer sur le jeu, donc les ancêtres ils sont à un endroit spécifique, il y a un nom chaque fois de ville, qui sont représentés sur la carte, et pour les utiliser, les mettre dans notre tableau, on va devoir être maître dans cet endroit spécifique pour les rentrer chez nous, et donc développer au fur et à mesure du temps ses pouvoirs. Très bien, Vendel to Viking. Avec un arbre de développement qui peut être le même pour tous les joueurs, ou différent pour chacun. Toutes les règles sont placées ici, donc c'est très facile de rentrer dedans. Chaque type de bonhomme a un pouvoir qui lui est propre, c'est très très bien à essayer. Ensuite, Galactic Cruise. Voilà, il va seulement arriver en français, je pense pour Essen ou un petit peu après. On l'a déjà eu en anglais ici, via Kingston Key Games. Et ici, on va envoyer des touristes dans l'espace. Des touristes qui vont nous permettre de récupérer des bonus quand ils vont voyager. Donc on a tout notre vaisseau qui va monter ici. On va avoir des touristes qui vont arriver dans l'espace et ils vont vous donner des bonus parce qu'ils vont se placer dans l'espace et récupérer ceci. Il faudra au niveau de votre vaisseau préparer tout ce qui est nécessaire, à savoir de la nourriture, de l'oxygène et de quoi faire le vol, donc du fuel. Et derrière ça, on va voyager. Des actions ici représentées, c'est très bien au niveau des icônes, on retrouve du Yanotool pour le faire. On va faire développer sa fusée, et puis après on va placer un meeple quelque part, et faire deux actions à l'endroit où on l'aura placé sur la carte. C'est une carte ici mobile, où on va à chaque partie déplacer les pouvoirs qui sont associés, vu que c'est des pouvoirs 2 à 2. On se place au milieu, et quand on se place là, on a accès à ces deux cases-ci, et on va pouvoir avoir accès aux zones associées, soit parce qu'on est présent avec une sorte de petite roue dentelée ici, soit parce qu'on va payer l'argent à quelqu'un d'autre pour y aller. Quand quelqu'un vient prendre votre place, vous êtes chassé sur votre plateau de jeu, et sur le plateau de jeu, on gagne un petit bonus. Ici, il y a des petites mains, des petits pouvoirs qu'on va pouvoir récupérer. Voilà. C'est très bien, c'est très beau, c'est très sympa. C'est un développement ici, au fur et à mesure du temps, on va mettre tous des marqueurs ici qui vont définir le temps qui passe. Vous voyez les petites roues dentelées. C'est simple, c'est cohérent, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher une fusée, on en a une au départ, on va installer des modules ici qui sont des modules d'amusement pour le voyage. On a 3 couleurs de voyageurs qui vont apprécier ou pas tel ou tel voyage, donc les 3 couleurs qui sont prises ici. Et après on va voyager, et on fait des fusées avec 2 ou 3 modules. Ce qu'il y a, c'est que dans l'ensemble de nos parties, on s'est rendu compte que c'est plus intéressant d'envoyer des petites fusées de nombreuses fois que des grandes fusées peu de fois. Parce qu'il faut beaucoup d'énergie pour aller faire les fusées, et il faut beaucoup de ressources. Plus la fusée est grande, plus vous avez besoin de beaucoup de ressources. Or, chaque fois que vous envoyez une fusée, vous gagnez les points de victoire associés à la fusée, qui va de manière augmenter tout le temps dans le jeu, logiquement. Et du coup, c'est mieux d'envoyer 2 fois une fusée qu'une seule fois, vu que les points de victoire associés sont plus intéressants. Ça, c'est vraiment peut-être la faiblesse qu'on a. Alors, on a joué qu'avec le jeu de base. Il y a des extensions qui sont prévues. Le matériel est vraiment très très bien à ce niveau-là. Mais dans le jeu de base, on a un petit peu l'impression maintenant d'avoir fait le tour, parce que chaque partie, même si elle n'est pas tout à fait la même chose, il y a plein de choses qui vont être faites de manière égale. Voilà, là, une fusée ici, avec un emplacement pour que quelqu'un puisse monter dedans, et on pourra décoller. Dans les extensions, par exemple, il faut trouver des modules
qui clopent au niveau des dessins. Le dessin n'est pas systématiquement central, et donc parfois on a le dessin ici, parfois on a le dessin là-bas. Comme ce sont des demi-dessins, ben, on ne peut pas associer des modules qui ne vont pas ensemble. Ça augmente certaines difficultés, mais le principe de base reste plus ou moins le même. Ce sont les joueurs qui vont définir la durée du jeu, vu que la durée du jeu va dépendre du nombre de fois globalement qu'ils vont envoyer des fusées et atteindre des objectifs autres. Mais c'est vraiment le nombre de fusées qui va faire ça. Et effectivement, ben, si on envoie beaucoup plus de fusées, le jeu va aller beaucoup plus vite. Voilà, une fusée complète ici, à 3 étages, avec 2 personnes qui vont voyager. 2 modules pour les cyans, 2 modules pour les mauves, 1 module pour l'orange. Mais quand on fera une pause dans l'espace, le mauve pourra aller dans ces 2 modules-là et rapportera de l'argent, des points de victoire, quelque chose comme ça. Le cyan dans ces 2-là, il n'y a pas d'orange, donc tout va bien. Et ça, c'est le pilote qui voyage avec vous. C'est très bien, très cohérent. Je pense qu'il faudra les extensions pour dire qu'on va aller plus loin au niveau du jeu. Sinon, si vous jouez 1 ou 2 parties par an, ben ce sera très bien ainsi. Je pense pas qu'il faut autre chose. Je pose juste la question sur le fait d'y jouer beaucoup. Peut-être qu'avec des gens bien meilleurs que moi, ils vont trouver qu'en fait non, c'est bien mieux de faire des grosses fusées et tout ce qui va avec. Mais voilà, sur le nombre de parties que moi j'ai faites, et c'est quand même quelques-unes, j'ai essayé les grosses fusées, je me suis toujours fait rétamer avec les grosses fusées, j'ai toujours gagné avec les petites. Mon choix est fait pour le futur. Voilà. À voir. Mais un très bon jeu quand même dans le top 2, je pense, de cette année-ci, pour moi, jusqu'ici, c'est Galactic Cruise. Alors ensuite, on a eu Stupor Mundi. Stupor Mundi, c'est marrant, parce que j'avais reçu de Swatch un proto, et parce qu'il l'avait eu, il l'avait joué, et il m'avait dit, pof, je suis un petit peu déçu, j'aime pas trop ce que ça propose, et tout ça. Du coup, je me dis, bah, c'est pas grave, j'ai d'autres choses à jouer, donc je vais prendre le temps. Et voilà qu'on est en mai, et je me dis, bah voilà, j'ai le temps, Stupor Mundi va bientôt sortir maintenant, je pense qu'il est temps de faire un petit test. Le proto avec plein d'erreurs, j'ai été récupérer les feuilles corrigées, parce que comme ça n'allait pas, je me suis dit que c'est peut-être parce que les règles n'étaient pas encore totalement finalisées, et effectivement, ces règles étaient différentes de ce qu'il avait par rapport à ce qui était aujourd'hui. On a joué donc avec des cartes qui ne voulaient pas symboliquement dire ce que je voyais, mais c'est pas grave, et on a trouvé le jeu, en fait, pas mal du tout, vraiment pas mal du tout. Et on a reçu après la version finale, donc avec 2 extensions. Ce qui se passe ici dans Stupor Mundi, c'est que donc vous avez Frédéric II qui se trouve ici, on va développer son château, Frédéric II, qui est là-bas au fond, excusez-moi, et on va développer son château afin de définir un petit peu des objectifs. Pourquoi? Parce qu'il y a des objectifs qui sont personnels, chaque joueur a un propre château à développer, et son objectif c'est de faire mieux que Frédéric II, ou alors que Frédéric II ait atteint un certain niveau. Donc il y a 2 types d'objectifs, ce sont des assistants qui sont ici, des conseillers qu'on va récupérer dans le jeu et qui ont 2 couleurs différentes, ceux qui veulent pour eux par rapport à Frédéric et ceux qui veulent la gloire de Frédéric. C'est eux qui vont nous rapporter essentiellement des points de victoire, donc on va devoir aller les chercher. Et on a ici un bateau qui va tourner. Quand on va tourner, on va pouvoir faire une série d'actions, à savoir des achats-ventes dans un marché, acheter des personnages ici, acheter des cartes là-bas. Donc ça va être très intéressant. Et pour ce faire, on va avoir, alors je vais chercher un plateau joueur, voilà, ici on retrouve ce qu'il faut. Et ici, sur mon plateau de joueur, en fait, on va pouvoir placer des cartes à l'endroit où on veut. Et il y a 2 petites icônes là au-dessus. Soit on la met de ce côté-ci et on va activer une des icônes ici, qui a un pouvoir de base. Soit on le met de l'autre côté, on va jouer la carte que l'on avait dans sa main et on va faire l'action ici, c'est récupérer une ressource. Donc, de manière très simple, d'un côté ou de l'autre, on va faire les actions de base que tout le monde a, ou on va jouer les cartes que chacun a. Il y a une petite différence de clan, il y a 2 cartes par groupe qui ne sont pas les mêmes, mais le reste, on va acheter des nouvelles cartes ici tout autour du jeu. C'est simple, mais en fait ça marche super bien. Et on va s'amuser à démolir ou à reconstruire ici le château au fur et à mesure du temps, selon nos objectifs d'avoir ou pas une valeur X ou Y. Il va y avoir ici aussi des ressources pour Frédéric II, il y a aussi de l'argent, et il y a aussi ici des conseillers. Et il faut arriver à la fois construire chez soi son château complet, il faut aussi arriver à aller chercher ces petits bonhommes ici qui vont me rapporter des points de victoire, et gérer les constructions du château ici par rapport aux autres joueurs qui n'ont pas nécessairement le même avis que nous sur ce qu'il doit être construit, et donc avoir vraiment des choses tout à fait différentes de l'un par rapport à l'autre. Ça marche bien, ça marche vraiment très bien.
Vous avez en plus des pouvoirs qu'on va pouvoir développer, et ça je l'ai vu tantôt dans les images, ici, avec des personnages qui vont progresser sur des pistes, et selon l'endroit où il est, eh bien ici et là-bas, ils activent le pouvoir tant qu'ils restent là. S'ils avancent ailleurs, ils n'activent plus ce pouvoir-là, ils activent celui-là. Donc on va avoir une gestion des pouvoirs qu'on a envie d'avoir pour l'ensemble du jeu, pour réguler au mieux la construction qu'on veut faire, en ayant des points de victoire en plus à chaque fois qu'on fait une action, comme par exemple ici, chaque fois qu'on fait cette action-ci de construire ce type de bâtiment-là, on aura 4 points de victoire, donc on va avoir des choses différentes. Voilà, c'est beau, c'est propre, c'est simple, ça fonctionne bien. De partie en partie, en fait, j'ai trouvé du plaisir à chaque partie. J'ai 2 modules que j'ai pas encore testés, des extensions, qui sont 2 trucs qu'on va rajouter, que j'aimerais bien retester ici, pour aller voir, tiens, qu'est-ce que ça donne avec ça en plus. Mais jusqu'ici, je dois être à 4 parties maintenant, et les 4 parties, en fait, sont vraiment très bien, très propres. Alors, c'est du plastique. Je pense qu'il y a une version de luxe avec du bois, mais là, c'est correct, c'est visuel. Moi, je plébiscite, moi, c'est ok. Donc, les bateaux aussi qui vont se déplacer là-dessus. C'est pour moi, sur les 6 premiers mois de l'année, le meilleur jeu qui est sorti au niveau expert. Galactic Cruise en 2e, et ça en 1. Après, on verra. On verra si sur la longueur, quelque chose change entre deux. Mais voilà, au niveau du jeu de base, sans extension, pour moi, je pense que c'est comme ça. Peut-être qu'avec l'extension, Galactic Cruise apporte quelque chose de plus. Mais aujourd'hui, Stupor Mundi est un cran au-dessus parce que sa facilité de prise en main et de la gestion de tout ce qui va avec est vraiment un petit peu mieux. Donc c'est une belle réussite pour l'instant. Je pense que c'est édité chez Queenet Games. Alors ensuite, on a la déception de l'année. Il en faut bien une. C'est The Gilded Realms. Un jeu qui avait l'air intéressant parce qu'on va se proposer de développer son royaume. Et donc ici on a une sorte de feuille avec le royaume. C'est très beau, c'est très intéressant, c'est très sympathique. Et on va mettre des feuilles, enfin des cartes qu'on va retourner. Et le dessin qui va en tout, c'est comme un puzzle, il va s'adapter au fur et à mesure qu'on va développer le royaume. On va avoir une étape de production d'argent. Et puis après on va pouvoir envoyer des marchands quelque part. On peut se faire attaquer par des voisins et tout ce qui va avec, leur taper dessus, taper les autres joueurs éventuellement. Donc je me dis, bah oui, ça a l'air très intéressant quelque part. On peut avoir quelque chose de chouettos avec ça. Sauf que, dans l'idée, il y a plein de bonnes choses, mais dans la résolution pratique, il n'y a aucun moment dans le jeu où on sent une augmentation de son royaume qui est plus puissant, qui rapporte plus de choses. En fait, le royaume rapporte pratiquement rien en plus quand on a mis beaucoup d'énergie pour réussir à le développer. Et ça, c'est vraiment le truc déplaisant, parce qu'on va logiquement pouvoir augmenter ici des connaissances, des trucs ainsi, sauf que ça coûte trop. Et en fait, dépenser ses ressources par rapport à les garder, c'est parfois plus intéressant de les garder. Je me demande même si tout le jeu, en ne faisant rien du tout, qu'en thésaurisant toutes les ressources, on ne gagne pas plus de points de victoire qu'en jouant le jeu. Alors, j'exagère, parce que retourner ici les cartes, c'était utile, ça rapportait effectivement des points de victoire, mais un joueur qui va combattre et dépenser ses ressources pour gérer les combats par rapport à celui qui va juste faire de la récupération de cartes pour augmenter ses niveaux, pas pour les ressources qu'il va gagner en plus, hein, mais juste pour les points de victoire qu'il va avoir en plus, je pense que c'est même plus rentable. Et donc le jeu est assez plat, assez peu intéressant, et il y a même des actions qu'on avait utilisées, qu'on avait jouées, qui est d'envoyer une charrette quelque part, donc qui va être une caravane pour aller récupérer un bonus. Mais ce bonus-là, on l'a pas à chaque tour, on l'a à chaque fois qu'on envoie une caravane. Sauf que le bonus vous met des points négatifs de jeu, mais un truc qui rapporte une fois, qui vous demande de dépenser des ressources que vous avez du mal à récupérer, et tout ce qui va avec pour ne pas avoir grand-chose, avoir des jets de dés pour savoir ce que vous allez récolter, et qu'en plus elle peut se faire attaquer par les autres joueurs en chemin, ce qui fait que vous aurez moins de ressources à la fin. Ouais, mais on n'avait même pas envie d'attaquer les autres joueurs parce que ça avait peu d'intérêt et on ne faisait déjà rien. Alors ici, c'est une quête, par exemple. C'est une quête où vous devez faire absolument quelque chose qui va bouffer tout votre temps de jeu, parce que vous avez 4 manches, je pense, pour y arriver. Et à la fin de cette quête, quand vous avez dépensé plein de trucs, eh bien, vous gagnez globalement ce que vous avez dépensé en moins bien. Mais je vois pas l'utilité de se prendre la tête autant pour faire une action qui va vous bloquer dans d'autres choses, pour les faire dans les délais,
afin de rien gagner. Enfin, on gagne jamais assez dans le jeu. C'est vraiment ça. C'est vraiment une question de... Il n'y a pas un moment où ça monte en puissance. Si en plus ça avait pu monter en puissance et qu'on avait quelque chose, un intérêt à se développer le plus vite possible, oui, le jeu était ok, on aurait pu faire quelque chose avec. Mais là, on perd plus qu'on gagne. Voilà, on ne perd pas, on joue pas. Ici, c'était acheter des connaissances, mais à nouveau, ces connaissances ne vous permettent pas de développer votre jeu. C'est un pouvoir qui est globalement nul, qui vous demandait d'augmenter en niveau vos cartes pour pouvoir le faire, mais qui au final ne vous rapporte rien. En fait, ça rapporte moins en points de victoire que les ressources que vous avez dépensées pour l'acquérir. Je m'en passe. Enfin voilà. J'ai juste pas envie de développer le jeu, j'ai juste pas envie d'y jouer, j'ai juste envie de rien. Je pense il va aussi arriver en français. Voilà, prenez d'autres avis, franchement, trouvez quelqu'un qui l'a, prenez d'autres avis, mais vous ne lancez pas dessus directement, en tout cas c'est mon conseil. Alors ensuite, on a un autre jeu asiatique qui est Cargo Empire. Cargo Empire, on vient de Taïwan pour le créer, donc Moïdes Game Design, sont des Taïwanais si je ne m'abuse. On est dans du jeu intermédiaire, et c'est un jeu tout simple de pick-up and delivery. Mais vraiment, vraiment tout simple de pick-up and delivery, mais en fait il marche super bien. On a donc une carte, on a des pays qui sont représentés, disponibles pour tous les joueurs, et le but c'est qu'on va utiliser nos moyens de déplacement pour prendre une ressource demandée dans un pays et l'amener dans un autre pays. C'est tout simple, donc il y a des petits cubes, je sais pas si on fait des zooms ailleurs, il y a des petits cubes ici qui sont disponibles, ceux qui sont présents là-bas ont déjà des comptoirs, ils peuvent donc prendre le cube et suivre les rails et aller le livrer là-bas où on le demande. Donc c'est du blanc, je sais pas où est-ce qu'on le demande ici autour, c'est un petit peu mal foutu pour le voir. Il y a un port ici, je pense, là-bas, il y a un port ici, et on peut, avec un bateau, aller directement quelque part pour aller plus vite. Voilà, on pourrait directement aller à Madrid. Madrid, il n'y a pas de port, donc je vais d'ici à Lisbonne, il y a un port, de là je prends une voiture et je livre ici, je mets un petit marqueur comme ça, comme quoi j'ai livré ici, et je vais simplement me positionner. Et on a chacun des objectifs d'être positionné sur autant de vert, autant de rouge et tout ça, et quand les deux livraisons sont faites, la tuile niveau 1 passe au niveau 2, c'est comme ça qu'on va avoir des marqueurs qui vont être en dehors, alors que les autres ils sont sur les cases, et quand on a relivré une fois, ça passe au niveau 3, qui fera 3 points de victoire par marqueur qui est présent, mais par contre on ne peut plus fournir ni livrer. Et on va faire attention à être toujours quelque part où il y a des cubes à livrer pour aller quelque part, faire attention les ressources que l'on a. Au fur et à mesure qu'on va utiliser nos ressources, on a nos petites voitures, nos petits engins ici qui vont avancer. Et en avançant, on va récupérer des nouvelles cartes, ou on va récupérer des nouveaux objectifs, ou on va récupérer des nouvelles villes qui sont des villes privées sur lesquelles on sera les seuls à avoir un bonus. Parce que quand on livre d'une ville privée ou visible vers une autre ville privée ou visible, à chaque fois on a un point de bonus qui va augmenter d'autant la progression de nos petites voitures et autres ici. Et quand on a tout progressé là, on progresse en point de victoire. Et donc il y a un intérêt à ce qu'on ait au moins un type de véhicule qui traverse tout, il commence à progresser ainsi, et pour ça on va devoir récupérer, faire des choix pour que ce soit les endroits les plus intéressants qui soient développés. Voilà, c'est tout simple, il n'y a rien d'autre que ça à penser, mais en fait, c'est gay, ça fonctionne, ça dure pas une plombe, et on va vraiment faire des choix, on va aller bloquer un joueur, on va faire des choix liés à nos objectifs pour gagner des points de victoire associés, et on va toujours essayer de faire en sorte de gagner des bonus à chaque action pour que nos véhicules avancent plus vite, pour récupérer plus de cartes, pour récupérer plus de villes privées qui vaudront 5 points de victoire ou d'objectifs qu'on saura le plus tôt possible pour savoir où est-ce qu'on doit se placer sur le jeu. C'est simple, voilà. C'est simple, je veux dire c'est asiatique, c'est un petit peu le style qu'on a chez eux, ils font des choses relativement simples, mais belles, et qui fonctionnent. C'est pas un expert, mais le jeu, franchement, vaut la peine d'être joué. Alors, ensuite, on a Novaroma. Novaroma, c'est aussi un jeu 2024, mais en fait, c'est un jeu 2023. C'est comme ça que la responsable chez Queen Games me l'a présenté en disant le jeu, en fait, il est déjà sorti aux États-Unis en 2023, mais on l'a retouché, on a modifié des choses et il sort maintenant en Europe. Donc, non sélectionnable pour le GA, ce qui fait qu'on y a joué seulement ici à partir du mois de juin. Mais en fait, c'est une bonne nouvelle. Franchement, Novaroma, c'était une bonne surprise. J'attendais rien de ce jeu-là. Je me dis, il n'y a plus rien pour l'instant, on va jouer à ça.
Et le jeu est vraiment bien. En fait, il est très agréable. On va avoir ici un tableau à double entrée. On va avoir Constantin, parce qu'en fait, c'est la création de Nova Roma, c'est la nouvelle Rome qui va s'appeler Constantinople après, suite à la division de l'Empire romain d'Orient et d'Occident. Et ce tableau double entrée, le Constantin, il favorise, si quelqu'un veut faire cette action-ci, il favorise les gens si quelqu'un veut faire cette action-là. On va simplement placer un bonhomme à son tour de jeu, faire les actions qui sont au bout, avec une force de 1 par défaut, plus 1 si Constantin est dans sa ligne, encore plus 1 si on avait déjà placé un bonhomme dans la ligne, et donc on fait une force de 3 maximum, même si on pouvait faire 4, ce serait 3 maximum, pour aller faire ces actions-là. Et ces actions, c'est se déplacer en bateau, c'est construire des bâtiments, c'est aller chercher de l'influence ici, aller chercher des bâtiments qu'on va placer là-bas, des bonhommes qu'on va placer ces bâtiments-ci pour faire de la production, aller acheter des ressources, aller acheter des conseillers qu'on va placer à côté de soi. Et faire des courses de chars avec des objectifs de chars d'année en année. Voilà, en fait c'est ça, c'est 5 manches sur lesquelles on va chaque fois placer 3 bonhommes et faire des actions. Le tableau ici double entrée a le même nombre de cases que vous soyez 3 ou 4, peut-être même 2. Et du coup, quand vous êtes 3, c'est beaucoup plus espacé, il y a beaucoup plus d'options. Quand vous êtes 4, on se bat vraiment pour les cases parce que ça va vite être rempli et on ne sait pas tous aller profiter des faveurs de Constantin. Voilà, le jeu n'est pas plus compliqué que ça. Il y aura des points de victoire sur plein de choses, sur les cartes qui sont ici, sur les constructions qui sont là-bas, sur les bateaux là-bas où on est allé, sur les chars qu'on a utilisés, sur des objectifs qui sont ici. Si on a des objectifs à réaliser, chacun a 9 objectifs et potentiellement on peut en réaliser 7 qui vont gagner des points de victoire en ligne et en colonne et qui vont gagner des points de victoire par rapport à le niveau de difficulté. Et ça drive un petit peu notre jeu sur une partie ou sur une autre, en disant mais tiens, moi je dois avoir beaucoup de bleus là-bas sur les bateaux, ben je sais que je vais faire des bateaux, quoi. Voilà, un jeu qui ne paye pas vraiment de mine, qui n'est pas le meilleur jeu de sa catégorie peut-être, mais en tout cas, c'est un suffisamment ok game pour y revenir, pour en faire des parties, d'une fois à l'autre, sans qu'il y ait de gros soucis par rapport à ça. Non, franchement, voilà un jeu qui mérite d'être dans une ludothèque, sans nécessairement être une obligation, en tout cas il sera là, il pourra rejouer. Moi je dois avouer que c'est Korodonsky qui l'a fait, et que ça lui donne un petit cachet en plus, et Korodonsky, c'est l'auteur de Endless Winter pour ceux qui ont vraiment adoré, mais moi c'est surtout Rurik qui m'a intéressé, mais plus récemment il avait fait aussi le premier Tsar, il est où, ici quelque part j'imagine, voilà, Yvan le Terrible, qui est le même principe que Rurik, est très très chouette, moi j'aime assez bien ce qu'il fait ici, donc un autre genre, mais un jeu assez intéressant. Voilà donc pour cette première partie d'année. Pas beaucoup de jeux qui sont sortis qui valaient vraiment le niveau expert, donc 2 jeux qui sortent vraiment du lot qui sont Galactic Cruise et Stupor Mundi. À côté de ça, on attend plein de jeux qui arriveront par après, évidemment Essen. C'était une début d'année très pauvre, je sais pas du tout ce que ça va donner après, donc j'ai plein de jeux qui sont cochés dans les espoirs, en tout cas dans ce qu'on va essayer de tester cette année-ci. Je pense qu'il y en a encore un qui est en chemin, qui va peut-être arriver d'ici fin août, il y en a quelques-uns qui sont là, qui vont commencer à sortir début ou fin août, mais on attend de voir. La deuxième chose que je voulais parler avec vous, en fait, c'est d'un week-end spécial qu'on fait pour les 10 ans. C'est un week-end qui va avoir lieu au Castel Notre-Dame, donc qui est un château qui est bien connu des ludistes, hein. Donc on va avoir ici une série de pièces, il y a toutes des chambres qui sont des chambres dortoirs, mais dans lesquelles on met rarement plus de 3 ou 4 personnes, alors qu'il y a des lits superposés, et parfois c'est même des chambres pour 1 ou pour 2 personnes qui sont là-dessus. Donc on va avoir cet endroit-là pour nous, pour pouvoir jouer. Donc il y a plein de petites pièces en plus. Alors je pense que j'ai ici une série de photos de l'endroit, vu qu'on y est allé encore couramment ici. On a toutes des salles qui sont derrière ces endroits-ci, toutes des pièces différentes, chaque porte ainsi, vous pouvez vous mettre quelque part. Voilà, c'est pas un truc super nouveau, mais on a des grandes salles où on va pouvoir mettre des tables de jeu. On joue ici, vous voyez que allez, on était déjà 70 lors de ce week-end-là, et cette grande salle-ci, il n'y a que 3 tables qui sont mises, donc on est répartis vraiment sur plein d'endroits différents. Comment ça va se passer? En fait, ça va être le dernier week-end de novembre, donc si je ne m'abuse, du 27 novembre au 30 novembre, du jeudi après-midi à partir de 13 h jusqu'au dimanche vers 15 h, et on va pouvoir donc jouer spécifiquement avec tous des acteurs du jeu qui seront présents aussi,
pas mal de monde qui ont déjà confirmé leur présence ici. On va donc jouer à des jeux experts sur l'heure du week-end, mais pas que, parce qu'on va aussi avoir des gens qui vont ramener des jeux de pli. Il y a Romain Bré qui est là, on a Ben et Hamza, donc le H, qui vont amener systématiquement Blood on the Clock Tower pour y jouer aussi en soirée. On est juste après SN, donc on va avoir des jeux qui sont de différentes formes, différentes gammes, et puis les joueurs aiment bien jouer des jeux experts, mais n'aiment bien jouer à autre chose que des jeux experts, donc c'est pas pour ça qu'on ne fera que cela. Il y a des gens qui viennent avec leur famille, donc qui viennent à plusieurs, et qui sont pas nécessairement tous des joueurs experts, donc on va retrouver un petit peu de trucs. On a FX logiquement qui est... quelqu'un qui est présent beaucoup dans toutes nos soirées ainsi ludiques, qui viendra habituellement avec un karaoké qui aura lieu sûrement à partir de minuit, 1h du matin, parce qu'en fait il y a des gens qui chantent jusqu'à 5h du matin, et puis après ils vont dormir un petit peu pour repartir le lendemain. Voilà, c'est comme ça un petit peu que ça se passe, ça restera un moment très convivial, très intéressant, très plaisant avec une rencontre, en fait, c'est ça que vraiment qu'on vous propose, c'est une rencontre. Et au bout du week-end, le dimanche, début d'après-midi, on va faire comme on fait quand on fait un week-end de GA, on va terminer par un vote. Les joueurs qui connaissent, qui auront joué, alors que ce soit au week-end ou que ce soit avant, parce qu'on connaît déjà les 10 jeux finalistes de l'EGA, c'est pas une surprise, en tout cas qui auront joué aux 10 jeux finalistes, qui connaîtront les 10 jeux finalistes, qui seront à même de choisir leurs 4 meilleurs, eh bien ils vont donner leurs 4 meilleurs sur des 10 ans, les 4 meilleurs jeux qui ont été gagnés l'EGA pendant 10 ans, quels sont-ils pour eux? Comment vont-ils les classer? Et on aura le meilleur des 10 ans. Le Diamant d'Or a fait pareil il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, on est dans la même veine vu qu'on a été créé à la même époque. Voilà, ça c'est la première chose, c'est très simple. Comment vous inscrire? Il doit me rester une grosse dizaine de places encore pour l'instant, donc pour rajouter des gens ainsi. Je pense que le plus facile ce sera d'écrire sur l'adresse email qui doit apparaître sur votre écran maintenant. Mais globalement, à partir du jeudi 13h, vous êtes invité à venir. Vous avez les repas, les nuitées et les jeux que vous prenez et les jeux que nous on amène. Ça vous coûtera 200 €, donc c'est vraiment 50 € par jour, c'est vraiment donné par rapport à tout le bâtiment et tout ce qui va avec. Ce qu'on propose aussi, c'est de s'assurer qu'il y ait des gougouilles, donc de quoi grignoter en dehors des repas, surtout parce que certains vont jouer jusqu'à 4h du matin, donc on a toujours un petit peu faim à un moment ou à un autre, puis parfois il faut attendre le repas et on a un petit creux qui se fait. Les boissons, il y a de l'eau, du café, du thé sur place qui est proposé, mais si vous voulez prendre des autres boissons, vous venez simplement avec. Il y a des frigos, des grands bahuts frigos, vous pouvez mettre vos boissons, vous voulez faire découvrir un vin, vous pouvez faire découvrir une bière ou un truc ainsi, une spécialité locale, n'hésitez pas, sinon prenez votre soft que vous ne savez pas faire sans, et ce sera assez simple ainsi. Donc, il n'y a personne qui fait la nourriture parmi les participants, c'est bien une équipe de cuisiniers qui est sur place, qui s'occupe de tout ça. Voilà, ça c'était la première chose que je pouvais vous proposer et que vous voyez un petit peu l'information à ce niveau-là. La deuxième chose que je voulais parler en rapport avec les 10 ans de l'EGA, c'est qu'on va faire un pull spécial pour les 10 ans avec les 10 vainqueurs. Bon, maintenant on connaît le 10e ici de 2024, mais c'était pour vous donner l'idée. C'est un pull qu'on va avoir avec l'écusson, avec deux icônes spécifiques qui ont été faites par deux illustrateurs qui avaient gagné au niveau de l'EGA. Donc c'est l'illustrateur qui avait gagné pour Yokohama et qui avait gagné pour Fayum, qui ont fait des logos spécifiques avec l'idée de l'EGA et qui les ont redéfinis avec leur style et leur jeu qu'ils avaient gagné à l'époque. Donc ils vont être placés sur les manches, les titres derrière, et ça on le proposera à 50 €. Bon, c'est habituellement réservé aux membres du jury, mais si vous venez en fait au week-end de finalistes ici, ben, évidemment on va en proposer aussi aux gens qui viennent, donc ce sera possibilité de les commander à 50 €. Pareil, l'email qui va apparaître ici pour vous inscrire. Si jamais vous ne venez pas, vous les voulez quand même, il y a moyen de les avoir seulement, on les enverra par la poste, on vous fera toujours bien une solution. Et donc on était à 50 € pour ceci, si je ne m'abuse. La dernière chose, c'est un tapis de jeu qui a été fait pour l'occasion. Ici, je vais montrer justement la photo du tapis tel qu'il est rangé. Ce tapis de bale tie est un tapis qui fait 90 sur 180, donc qui rentre sur toutes les tables, tellement de joueurs qui ont des grandes tables très larges et tout ça, sur lesquelles donc on peut placer les jeux modernes qui prennent beaucoup de place parfois. Il est recto verso avec une finition qui est une finition cousue, donc elle ne s'effiloche pas. Et il a été réalisé avec des artworks spécifiques, à nouveau des deux mêmes illustrateurs, celui donc de Fayum et de Yokohama, qui nous ont proposé chacun, dans le thème de l'EGA pour les 10 ans, un dessin
spécifiques. Il y a 2 teintes différentes qui permettent vraiment d'aller selon l'un ou selon l'autre vers le système ou la manière que l'on apprécie chacun. Voilà, c'est assez simple, ce sont des produits de haute qualité qui, moi je n'ai fait imprimer un pour le test et j'ai payé 160 €, les frais de port compris je pense, et ici on va l'avoir à 100 €. Ils sont donc recto verso et on ne doit pas choisir l'un par rapport à l'autre et c'est nickel, on a déjà même renversé de l'eau dessus et ils n'ont rien eu niveau qualité, c'était vraiment très très bien. Voilà, donc des grands modèles, 90 par 180. Très intéressant ici, moi j'en suis vraiment très content, j'aurais pas de le sortir, c'est agréable de toucher et c'est très bien, enfin bon c'est ce qu'on veut pour un tapis de jeu. Pareil, c'est logiquement du matériel spécifique, donc pour les 10 ans qui seront donc amenés aux gens qui l'ont commandé, qui seront présents à l'EGA dans le week-end. Normalement, on peut toujours commander pour quelqu'un d'autre pour le ramener et tout ça, c'est pas un gros problème. Pareil que tantôt, il y a l'adresse mail qui est là, si jamais ça vous intéresse, vous voyez. Et si jamais vous ne venez pas, vous ne savez pas venir ici, vous ne savez pas, vous n'êtes pas dans le coin de la Belgique, que vous êtes plus loin, tout ce qui va avec, et que le transport sera compliqué, on trouvera toujours bien une solution pour un envoi courrier, enfin courrier, colis, parce que c'est quand même un truc qui est assez volumineux et lourd en plus. Maintenant prenez ça et en plus vous mettez le pull, ce sera plus facile pour le mettre aussi dans un seul package. Voilà, c'est les 2 informations que je devais vous donner en plus au niveau de l'impression spécifique pour le GA pour ces 10 ans de fête. Donc le tapis et le pull. À nouveau, si vous êtes intéressé, vous m'écrivez et après on prend note, on discute et on voit un petit peu les réservations et tout ce qui va avec. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des choses que je voulais absolument vous dire pour l'instant. Et je pense que derrière, on va avoir beaucoup de jeux qui vont arriver, beaucoup de travail à faire. Je pense que beaucoup d'entre vous s'amusent bien avec Ark, qui est arrivé en français, que je vois sur beaucoup de tables au moment où je fais cette vidéo. Ça me fait plaisir. Les retours d'ailleurs sur la vidéo règle sont très très positifs. Je ne sais pas ce que vous pouvez avoir en plus envie de me dire ou de me transmettre, pour profiter de peut-être cette petite vidéo pour vous exprimer et me dire ce qu'il y a d'intéressant à savoir aujourd'hui. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous de jouer. Bon jeu!